Et du coup, le plan anti-Wilco, il consiste en quoi ce jour-là? Moi j'ai analysé de Wilkinson. Il avait deux, trois cartes sondes qu'ils n'ont pas de joue au pied. Ok, donc toujours lui. Oui. Nous on travaille sur les appuis de Wilkinson. Comme ça, ils vont cacher comme un écran de télé. Ouais. Ils voient Serge, ils voient que le genre de Wilkinson. Comme ça, lui, il va calculer, sans regarder le ballon, il va calculer quel mouvement Wilkinson il va faire, crochet intérieur, crochet extérieur, tout ça. Donc ça, c'était un travail de vidéo, quoi? Oui, de vidéo. Ouais. Ouais, j'avais un écran de télé. Okay. Un écran de télé, il est masqué, l'autre il est masqué. Et lui, c'est un peu comme le pilote, le copilote de rallye. Exactement, ouais. Oui, c'est un peu comme ça. Présentez-vous! Qui je suis? Merde! On se prend pour qui? C'est bien, bro. Continue comme ça, bro. C'est bon. On va pas parler technico-tactique, là on va les déstroncher, puis voilà. Maintenant le bouclier, c'est bon le bouclier, mais je veux dire, ce qui est beau c'est l'aventure humaine quoi. Après bon, le bouclier c'est un morceau de plat, il chiflote hein. Un pilier un jour lui a dit « Je t'ouvre la tête comme un livre ». Et Trinini lui a répondu « À quelle page ?» Et à chaque fois. Donc aujourd'hui je suis avec David Ellis, que certains d'entre vous doivent connaître comme le meilleur entraîneur de défense du monde. Parce que tu as souvent été décrit comme ça dans les journaux français, en tout cas lorsque tu étais avec le 15 de France, de 2000 à 2011, c'est bien ça? Ouais. Donc je suis très heureux d'avoir l'opportunité d'interviewer une telle personne. Mais du coup, est-ce que David, tu peux te présenter aux gens qui vont écouter l'épisode? Quelle a été ta carrière et comment tu es venu au rugby? Mon carrière de rugbyman, c'est commencé avec le rugby à 13. Oui. À l'époque, j'avais 15 ans, je jouais avec une sélection de l'école, à côté de chez moi. Après la main, j'ai fait un bon match, j'ai joué ailier à l'époque, j'ai marqué 2 essais. Après, j'ai rentré chez moi. Oui. Trois messieurs en cravate, en costume chez moi, qui, je sais pas, ils ont dans la cuisine avec mon père et ma mère. Moi, j'entrais dans la maison, je montais dans ma chambre. Après, c'est mon père qui demandait moi de descendre. Oui. J'ai dit bon, j'espère que j'ai pas fait une connerie. 3 mecs comme ça en cravate, costume chez nous, ça n'arrive pas souvent. Oui. Mais quand j'ai descendu, c'est les 3 présidents de le club de Leeds, de Castleford, de Wakefield Trinity. Ils ont regardé un match, moi je ne savais pas, mais c'est un match, c'est sélection pour la région, mais il y avait beaucoup de clubs pro qui viennent pour chercher le futur joueur de haut niveau. D'accord. Ouais. Avec le performance que j'ai fait, j'avais 3 présidents qui attendent de moi de signer pour le club. Mais je ne peux pas parce que j'avais que 15 ans. Je suis obligé d'attendre une semaine de plus pour signer pro. Ça s'est arrivé, bon, tu avais l'histoire de l'argent, chacun ils ont proposé le club et tout ça. Après, le club de Leeds c'est le plus riche de la région. D'accord. Le président, le président il est mort maintenant, mais c'était un voisin plus tard. Je connais le monsieur très bien. Lui il est arrivé avec une valise pleine de, je crois c'est à l'époque, c'est en 73, il avait 1000 livres sur une mallette. Ouais. Bon après, j'ai pas, comme toujours j'ai dit, le rugby pour moi c'est pas que l'argent. Moi j'ai choisi Wakefield, ils ont proposé 500 livres, un Castleford, le club de mon cœur, le club de ville où ma mère était née. Ils ont proposé 250. Oui. J'ai signé pour le moins cher. Mais avec, c'est la chose qui est un peu bizarre, mais avec une garantie de travail pour la vie. Mais ce travail, oui. C'était dans la mine de charbon. Quelques semaines après, j'ai descendu dans la mine pour la première fois. J'ai passé 10 bonnes années de ma vie dans la mine de charbon. C'était dur.
c'était très dangereux le boulot, mais un esprit tu peux jamais imaginer. Et elle ressemble à quoi ta vie alors de joueur de rugby? Oui, Avec, après, bon, je peux pas signer pro parce que j'ai obligé de passer mon 16e anniversaire, mais c'est la semaine après, Oui. vers minuit 1 minute, c'est mon 16e anniversaire. Tu veux un monsieur qui est devant, l'autre monsieur qui est derrière, qui tape sur le porte. Ils ont le contrat. Signer vite le papier. Leeds, ils n'ont pas venu parce que Leeds croit tout le monde va signer pour eux parce qu'ils proposent plus l'argent, mais j'ai signé pour le club de Castleford. Le lendemain, c'est un match. Tous les matchs sont joués vendredi soir, sur l'éclairage, tout ça. D'accord. J'étais invité au match avec mon père, avec mon frère, mon grand frère, parce que tous les deux sont supporters. Moi, à l'époque, j'étais supporter aussi. J'arrivais au stade, j'ai fait un tour de vestiaire, tout ça. Après, l'entraîneur, il dit tu prends quelle comme taille? Et moi, je crois, j'ai l'impression qu'il parle de la taille pour le crampon, ouais. Oui, pour l'entraînement la semaine après. Je dis 10, en français c'est 45. Oui. Il dit oui, ça c'est pas trop. Je dis quoi, papa? Il dit tu joues ce soir titulaire devant 15 000 spectateurs à 16 ans. Waouh. Ouais, c'était Sans un rêve. entraînement, rien. Oui, j'ai marqué 2 essais. Ok. Ouais. J'étais en face de l'ailier de l'équipe de Grande-Bretagne. Ok. Il est titulaire avec l'équipe britannique. Moi, je peux dire rien, la saison, c'est fabuleux. J'ai marqué 2 essais. T'as pas eu le temps de réfléchir? Non, Ouais, non, ouais. pas du tout. Non, c'était super bien. À partir de là, j'ai passé mes examens pour travailler sur une machine dans la mine. J'ai dit, bon, j'avais de très bons résultats à l'école, mais j'ai décidé de ne pas suivre le poste de un prof d'éducation physique, Oui. parce que ça c'est les choses qui m'intéressent. Après j'ai décidé de lancer dans une carrière de mineur de charbon. Oui. C'est un peu... Quand j'explique ça le jour maintenant, ils ont dit tu es fou. Mais une garantie de boulot pour la vie, pas que pour moi, pour tous les hommes de ma famille qui suivent à l'époque là, dans les années de 70. C'est un très bon métier, tu as une garantie de boulot, touche l'argent intéressant, parce qu'à l'époque, tu travailles que le matin, l'après-midi ou le soir. D'accord. Et tu travailles le 3. Oui. Nous, les 3-8, ça s'appelle en oui, français. oui, Ouais. mais quand j'ai signé pour le club, moi je travaille que le journée, Oui. que le matin. Parce que le club t'a... Oui, j'étais Voilà. privilégié, Ok. mais tu es presque tout le monde qui joue au club, qui travaille dans le mine. Ok. Comme ça, tu as un esprit. Tu imagines, tu arrives au boulot le lundi matin, après tu peux faire un match de merde quelques journées avant. C'est compliqué. Oui. Mais aussi, pour nous, c'était bien parce que nous travaillons, on commence à une bonne heure du matin, on commence vers 5 heures. Après, nous finissons vers 1 heure l'après-midi. Entre 3 fois par semaine, le lundi, le mardi et le jeudi. Ouais. Quand nous finissons vers 1 heure, nous sortons la mine. Normalement, tu prends la douche et tout ça. Nous avec le vêtement de travail, nous montons dans un car. Le car est amené nous au stade. Ouais. Nous changeons les affaires, mis les affaires d'entraînement au stade. Nous faisons 1h30 l'entraînement. Ouais. Après, nous changeons, nous mis les affaires de la mine. On dans le car pour entrer à la mine pour prendre la douche à la mine. Ok. On fait ça 3 fois par semaine. Comme ça, nous ne faisons qu'un entraînement le soir, mais nous avons fait 3 entraînements dans le... c'est presque une équipe pro. Oui, je vois. Ouais. Moi, j'ai fait ça pendant les années. Et, moi, j'ai aucun souci avec ça, mais j'ai adoré mon boulot. C'est un peu fou, mais bon,
Tu descends un kilomètre en profond. Oui. Tu sais jamais si tu vas sortir la mine ou pas. C'est très compliqué, Ouais. mais bon, c'est l'époque où pas vraiment le choix. Oui. Donc ça c'est parti de là où je commence de former une force mentale dans moi pour l'avenir. Je vois. Et du coup, tu as joué longtemps ailier ou tu as changé de poste? Non, mais j'ai changé, après j'ai passé au centre, après ouverture, demi de mêlée, Ok. passé troisième ligne, deuxième ligne, parce que moi j'aime bien de plaquer. Oui. Moi j'ai envie d'arriver en troisième ligne le plus rapide possible. Ok. Et à quel âge tu t'es fixé à ce poste-là? Quoi, 19, Oui. 19, 20 ans. Ok. Mais j'étais en troisième ligne, un gros plaqueur, très bon avec le ballon, mais très rapide parce que j'ai pris le coffre. j'ai pris le force, j'ai pris le muscle, mais j'ai gardé la vitesse comme un ailier. Ok. Et du coup, une troisième ligne à l'époque, au rugby à 13, ça ressemble à quoi? C'est récent, moi, Quel type de joueur? une troisième ligne. Ouais, comme à 15. Une troisième Ouais. ligne au 15, mais pas en 6, plutôt un Olivier Mann ou Serge Betson Ok. que Renaud de Qui. Oui, je vois. Ouais. Ouais. Ah ouais. Et du coup, tu as joué une dizaine d'années en Angleterre? En tout, j'ai une carrière de joueur professionnel de rugby à 13 de 21 ans. D'accord. J'ai passé combien d'années? 10 ans dans le club de Castleford, après j'ai changé le club. Ouais. Après j'ai parti en Australie. Mais pourquoi j'ai parti en Australie? Parce que, peut-être tu te rappelles pas, mais Ouais, j'ai appris ça dans il y avait l'histoire. une grève de mineurs en Angleterre le mois de mars 1984 ou le mois de février 1985. Ah oui, d'accord. Ouais, un an de grève, pas de boulot, rien du tout. Par rapport à quoi, la grève? C'est une grève de Contre Thatcher? oui, le Premier Ouais. ministre, Ouais. Margaret Thatcher, a envie de complètement tuer tous les syndicats de mineurs, tout ça. D'accord. Donc, vous Après, à la fin, nous avons voté pour fermer notre mine, Mhm. parce que notre mine est fermée le mois de décembre 83, parce que c'était une mine qui existait depuis je crois qu'ils ont commencé de gratter le charbon en 1422 ou Ah chose oui, comme ça. d'accord. Ouais. Donc ça c'est pourquoi nous on travaille Si vraiment profond, Ouais. parce qu'ils ont gratté tous les charbons D'accord. et surface. Après bon, nous travaillons souvent dans une mètre d'eau jusqu'au genou. C'était pas très agréable. Après ils ont ouvert quelques mines neuves dans l'est du Yorkshire. Parce que nous travaillons sur 4 pattes, Ouais. 1 mètre, 1 mètre 50 de hauteur. Ok. On traverse 200 mètres de 4 pattes comme ça, Ah ouais. gratter, couper avec la machine, tout ça. Et la mine dans la ville de Selby, sur l'est du Yorkshire, tu avais la galerie de 3 mètres de hauteur. Ok. Comme ça, tu n'es jamais en bas. Accroupi, Après le fin de grève, c'était un peu triste parce que tu as beaucoup de. Ça existe toujours dans l'histoire, beaucoup de familles coupées en deux parce que tu avais certaines qui ont resté jusqu'au bout, mais certaines ils ont entré au boulot parce Oui. qu'il manque l'argent. Et après ils ont coupé de famille par rapport à eux qu'ils ont arrêté le grève, pour eux qu'ils ont continué jusqu'au Oui. bout. Parce que les mineurs ils ont un drôle de caractère, comme il dit, il nous faut faire ça ou faire ça. Ok. C'est quelqu'un qui triche. Ça Eux, n'existe pas. ils ne supportent pas les gens qui ont triché Ok. avant la fin de grève. Après, comme Margaret Thatcher a décidé de tout fermer,
Moi, je suis contacté par le club australien très souvent D'accord. pour partir là-bas, mais pendant 10 ans, je n'ai aucun intérêt parce que j'ai un bon Oui, tu veux boulot, rester chez toi. je reste chez moi, Ouais. tout ça. Mais après le grève, j'avais un manager à l'époque qui était un grand supporter de rugby à 13 comme plein de monde. Et lui, il m'a demandé de discuter avec lui dans son bureau, mais il a expliqué, il est super gentil. Oui. Il réfléchit bien, mais si tu veux toujours la proposition de partir en Australie, vas-y. Je dis pourquoi, il dit écoute bien, dans 10 ans, tous les mines sont fermées en Angleterre. J'ai dit, tu dis quand? Ils ont investi le milliard de livres. Non, Thatcher va tuer les mineurs de charbon. Il a expliqué, c'est pas la peine que je dis ça, tu restes dans le mine pendant 10 ans de plus, ça peut rien. Il dit, bon, organise-toi ton vacances, moi je paye jusqu'au bout, Ok. vas-y là-bas pendant 6 mois, et quand tu rentres, d'ici. Ok. Et c'est ce que tu as fait? Oui, je suis parti là-bas pendant 6 mois, j'ai joué en Australie, dans le nord-est de Queensland. Et ça existe, le club où j'ai commencé à l'époque, maintenant c'est évolué, c'est un très grand club, ça s'appelle le North Queensland Cowboys. Ok. C'est à côté le Grand Barrière de Corail, tout ça, c'est magnifique. Ouais. J'imagine, oui. L'océan Pacifique, tout ça, c'est fabuleux. Donc quand j'ai entré après 6 mois, j'ai expliqué, j'ai déjà signé un contrat avec un autre club. Ouais. J'ai signé un papier pour quitter le mine. Depuis le seule fois que j'ai descendu dans le mine, c'est quand j'ai ramené les amis dans un musée. C'est une vraie mine, mais D'accord. c'est un musée mine de charbon. Donc j'ai quitté en 86. Après j'ai parti en Australie. Et là-bas, tu as fait que du rugby en Australie alors? Ouais, rugby, j'ai fait le rugby là-bas, j'étais pro. Ouais. Depuis 86, j'étais pro dans le rugby. Ok. Tout le temps. Et c'était un meilleur niveau l'Australie que l'Angleterre? Ouais. Une autre intensité, un autre. Oui, parce qu'ils ont le soleil, les terrains sont secs, tout ça. À l'époque, ils jouent pas dans le bout, tout ça. Ok. C'est très rapide, c'est très physique, tout ça. Tu es obligé de préparer. Tu fais 6 mois de compétition. D'accord. 6 mois de compétition, 1 mois de coupure complet, 5 mois de préparation physique. Ah oui, d'accord. Pendant 4 ans, j'étais En super forme. en pleine forme. Même chaque année, j'entrais pour passer Noël avec mon père, ma mère, tout ça. Mais je jouais avec quelques clubs locaux. Mais j'étais pris par le antidopage plusieurs fois parce qu'ils n'ont pas compris comment je peux pas être un bon joueur, mais ils viennent quelqu'un de haute performance. C'est que la préparation, c'est que ça. Après ça, je restais là-bas, mais bon, l'Angleterre il manque, mon père il est pas très jeune, ma mère non plus. J'avais 2 enfants à l'époque, ma femme elle est tombée enceinte avec un garçon. Oui. Moi j'ai signé pour encore un an de plus. Et j'ai dit à ma femme, tu vas rentrer. Elle est entrée avec les deux filles. Après, moi, je continuais, je jouais une année de plus. D'accord. Mais c'était à l'époque, c'est la fin des années de 80, début des années de 90, où le rugby à 13 là-bas, il va être, je sais pas, violent, mais très agressif, tout ça. Plein de choses qui passent qui n'étaient pas bien. Parce que tout de suite après, ils ont mis une commission de discipline, le vidéo. Ah ouais, dès 90. Le vidéo, si tu es pris, même si tu n'as pas pris un carton pendant le match, ils regardent la vidéo après, tu peux prendre une grosse sanction. Ok. Ouais. Moi, j'ai été impliqué dans un incident là-bas où
J'étais agressé, mais bon, j'ai répondu avec un plaquage, tu peux dire un plaquage de destructeur qui le jour en face, il a pété le visage grave. Avec, il était aveugle d'un côté, mâchoire pour mettre tout ça. D'accord. Mais sur le plaquage, dans la règle. C'est un plaquage. Ils ont demandé de me déplacer dans le tribunal, partout. Parce que donc c'est un plaquage jaune, mais comme ils ont regardé la vidéo, c'est presque un plaquage parfait avec l'épaule là. Ok. Oui, après, bon, je n'ai pas entré en Angleterre à cause de ça, mais c'était le moment. Oui, c'est le moment. J'avais une réputation comme un agressif, tout ça, mais ce n'est pas le cas. C'est que sur le terrain. Après, j'entrais. Je commençais mon carrière d'entraîneur de rugby à 13. J'entraînais les équipes universitaires, les équipes amateurs, tout ça. D'accord. Pour passer mon diplôme. Et comment t'es arrivé en France? Oui, justement, quand j'entrais en Australie, le Fédération française de rugby à 13, ils ont pris contact avec une fédération australienne. Parce que quand j'ai joué en Australie, j'ai fait mon diplôme, tout ça. J'étais joueur-entraîneur aussi. Les Français, ils ont pris contact avec la fédération australienne, demandant un entraîneur pour occuper le poste, être entraîneur de la section de rugby à 13 au bataillon du Joinville. Ok. À Fontainebleau. Oui. Les Australiens ont dit, bon, c'est pas la peine de les en Australie, tu prends David. Puis j'ai commencé. C'est comme ça, ok. Oui. J'ai commencé avec. J'avais combien de joueurs? 22 ou 25 joueurs. C'est le jeune. Il y avait un seul international. Après les autres. Je formais. Ils ont fait le muscu. Parce que moi j'étais. Pour entraîner le rugby à 13, tu as besoin capable de préparer ta physique, préparer mental, tactique, défense, attaque. C'est un seul entraîneur qui fait tout. Ok. Je formais le joueur. Ils ont la base militaire lundi jusqu'à vendredi. Nous jouons le match le week-end où nous pas en tournée. Nous avons fait une tournée en Angleterre contre le club pro, tout ça, avec le groupe, pour former le groupe pendant 18 mois. C'est super bien passé. Ah ouais. Oui, à le début, il y avait un seul international. À la fin, sur le 20, je crois que c'est 22 joueurs. Sur le 22, ils ont fini avec 14 internationaux. Ah oui, d'accord. Ouais. Ils ont tous arrivé en équipe de France. Et tu leur avais appris quoi à ces joueurs notamment? Tu leur avais appris quoi? Non, mais ils ont principalement la préparation physique, préparation mentale, tout ça. T'as augmenté tous les curseurs. Oui, tout ça. Ok, ouais. Parce que les joueurs, ils n'ont jamais fait le muscu. Ouais. Et ils n'ont jamais fait l'athlétisme, tout ça. Nous, on fait l'entraînement le matin. Avant, ils prennent le petit déjeuner. D'accord. Le forêt de Fontainebleau, ils sont partis pour faire le footing dans la forêt et tout ça. Avant, ils prennent le petit déjeuner. Le colonel, c'est un colonel Bertrand, il était impressionné par ce travail. Ok. Par exemple, les joueurs, ils ont fait le footing, c'est un parcours de 5 km. Mais si tu as envie, tu peux couper en deux. Mais moi, à l'époque, j'étais en pleine forme. Ils ont parti, et moi j'ai descendu l'autre côté. J'étais caché, j'ai vu un mec qui coupe, qui est caché dans la forêt. Tous les autres qui arrivent de faire le tour, et lui, il prend le train derrière, la dernière place. Et moi j'ai déjà vu ça, je passais, j'arrive au départ. J'ai dit, bon, il y a quelqu'un qui a triché. Non. Chaud. Maintenant, tu vas faire 10 km. Ok? 5 à 5. Quand tu règles le problème entre vous, pour trouver c'est qui a triché. Parce que c'est pas mon problème maintenant, c'est le problème du groupe. Et avec ça, ils ont réglé le problème. Et le mec, il est arrivé avec comme un ça. œil. Et c'est réglé entre eux. Ouais.
Ça, c'est... J'ai préparé la force mentale de le groupe et tout ça. Après, quand nous avons fait le tournée en Angleterre, nous avons gagné contre le pro de haut niveau avec une équipe très jeune, mais une équipe 100% française. Oui. C'est à partir de ce moment-là, j'ai dit, le jeune joueur de rugby de 13 ou de 15, s'ils sont bien préparés, ils peuvent faire quelque chose d'extraordinaire. Ok. Le muscu, parce que tu vois le joueur, tu as une deuxième ligne, Frédéric Taxido, qui a joué je ne sais pas combien de test matchs après. Mais lui, à 400 mètres, il est au 58 secondes pour 400 mètres. Et 58 secondes pour un mec qui dit quoi 1m92, 93, Ouais. 105, 107 kilos, c'est pas C'est mal. vachement bien. Ouais. Après, je dis, j'ai envie d'entraîner en France, d'autres niveaux, mais la Fédération, ils ont refusé. Ils ont demandé moi, comme j'ai fait le bon boulot, de rester sur place. Moi, j'ai été contacté par plusieurs clubs français, mais j'étais bloqué par la Fédé. Je dis non, je vais rentrer en Angleterre. Donc, j'ai pris un club en Angleterre à côté de Londres, Oui. où je fais un peu le même boulot. C'est un club amateur, ils ont envie de devenir pro. Nous avons fait 2 saisons, on a gagné le titre, tout ça. Après, eux, ils ont fait le maximum, ils ont allé jusqu'au bout de leur moyenne financièrement. Ouais. Après, j'ai été contacté par un club français, Villeneuve-sur-Lot. Ouais. C'est le lieu de naissance de rugby à 13. Et c'est par hasard, c'est là en 84, je jouais un test match. Ok. L'équipe de Grande-Bretagne contre l'équipe de France. J'avais quelques amis qui étaient dans la ville. Et j'ai descendu là. Ils n'ont rien gagné pendant 16 ans. Première année, champion de France. Bah oui. Deuxième année, troisième année, vice-champion de France. Après mon dernière année avec le club, ils ont gagné le triplé, Coupe du Euro, tout ça. Et donc là, t'as appliqué la même recette. Ouais. T'as augmenté les Oui, curseurs dans chaque, les disciplines, voilà. le rigueur, tout ça. Ouais, ok. Discipline rigueur, mais en gardant un esprit français dans le groupe. Nous avons pris 3 ou 4, un Australien de nous aide, c'est tout, Ouais. pour monter le niveau du groupe. Le charnier était 100% français, les ailiers, tout ça. Ok. Après cette époque-là, ils ont organisé en 96 une France Rugby League. Mais ça, c'est le match joué avec Languedoc-Roussillon, Ok, ouais. Rion-Rhône-Alpes, Oui, les régions. Bordeaux-Aquitaine, tout ça. Ils ont demandé moi d'entraîner Bordeaux-Aquitaine. Ils ont joué le match comme ça en plein été, le mois de juillet, le mois d'août. C'est magnifique. Ouais. Tu vois les gens qui viennent au stade, c'est une super ambiance. Nous avons joué au Chaban-Delmas et tout ça. Ok. C'est un projet lancé par Jacques Fouroux, Oui. qui était un amoureux de rugby à 13. Et derrière, ils ont lancé Super League avec un club, Paris Saint-Germain. Oui. Et Jacques Fouroux, il est venu à Villeneuve et il demandait moi d'entraîner le club de Paris Saint-Germain. Ok. Ouais. Avec un autre monsieur, un ancien international de Villeneuve 13, Michel Mazaret. Tous les deux, nous avons entraîné le club de première année. Ok. Ils ont joué au stade de Charletti et tout ça. C'est très bien passé. Après Fouroux, après une année, Fouroux il a quitté le PSG. 13. Ouais. C'est dommage. Mais c'est un projet intéressant. J'ai envie de rester. Mais bon, les dirigeants, ils ont pris un entraîneur australien. Ils ont recruté, par rapport à garder le français, ils ont recruté 99% de joueurs australiens. Ouais. Ils ont gardé 2 français, c'est tout. D'accord. Moi, j'ai dit, bon, c'est dommage, mais bon. J'ai rentré en Angleterre. J'ai dit, peut-être, je vais regarder qu'est-ce qui se passe avec le rugby à 15. Parce que Phil Larder,
Non, je connais Phil pas. Lade, c'est un Anglais qui est entraîné, qui fait la défense pour l'équipe d'Angleterre. D'accord. Je connais lui bien, mais j'ai dit, si lui il est capable de faire, pourquoi pas moi? J'ai regardé quelques séances, après j'ai dit, bon, je ne connais pas le règlement de tout, mais j'ai demandé à un club local si je peux travailler avec eux, ils ont dit oui. Un club qui s'appelle Harrogate, le nord de Leeds. Je travaille avec eux pendant 6 mois. Pendant quelques mois, mais je travaille jusqu'à la fin de la saison. Ouais. Mais après un ou deux mois, j'ai reçu un coup de fil de Jacques Froux. Jacques, il dit, David, tu es intéressé par la 15 maintenant? Je dis oui. Il dit, descends en France, j'ai un projet pour toi. Un Jacques, c'est un super mec. C'est dommage, il n'est plus là, mais c'est un professeur de rugby à 15, Oui. une bibliothèque. C'est lui qui t'a aidé à... Ah oui. Moi, il a dit descendre. C'est la fin de saison, je crois que c'est le mois de mai que j'ai descendu. J'étais avec lui au stade de Charlety, où le Racing Club de France, ils ont entraîné tout ça. Il parlait de ce projet pour relancer le club de Racing avec Eric Blanc et Franck Minel, les deux mecs de Eden Park. Oui. Et moi j'ai dit, mais je sais pas, il dit bon, on va entraîner au stade de Colombes, tout ça, le stade mythique de Jeux Olympiques en 1924. On va entraîner là-bas. Après, moi j'ai besoin de toi un peu de préparatif physique, mais faire les skills, la défense, tout ça. Je sais pas. J'ai hésité parce que j'ai une bonne proposition en Angleterre. Donc, j'étais bluffé par lui. Après, j'ai dit oui, d'accord, ok. Après, nous avons passé par une porte pour arriver dans une conférence de presse. Il est déjà tout organisé. Merci David. Moi j'ai dit, qu'est-ce qui se passe? Il dit, ça c'est mon premier entraîneur. Ouais. Et donc là, t'as embauché comme entraîneur de la défense? Oui. Déjà? Oui. Et à l'époque, t'es le premier à être entraîneur. Oui. Ouais, t'es le premier. Ouais. Et du coup... Parce que Froux, elle avait cette vision de la défense de 13 vient un point clé pour le futur de rugby à 15. Ah ouais, il avait anticipé. Oui. Ok. Et même aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui ont été inspirées du rugby à 13 qu'on retrouve dans le rugby à 15, même en attaque, avec les courses rentrantes, tout pour ça, les options dans le dos. Bloquer la défense. Ouais. Après, j'ai passé une super année avec Froux. J'avais Didier Noro qui était là aussi, Yves Jacques, tout ça. Après, j'ai dit, bon, c'est intéressant, on parlait peut-être je vais rester. Mais j'ai envoyé mon CV, une lettre au club de Bègle Bordeaux. Ok. C'est l'ancien club de Bernard Laporte, mais à l'époque, je ne connais pas tout. J'ai vu Bernard Laporte qui entraîne le Stade français, c'est tout. J'ai ramené une lettre, ils ont proposé un contrat de 2 ans. Ouais. J'ai dit oui, très bon. Mais j'ai reçu un coup de fil une journée. C'est annoncé dans la semaine avant, Bernard Laporte va être le futur entraîneur de 15 de France, au Stade français. Oui. J'ai reçu un coup de fil. Il dit qu'est-ce que tu fais demain? J'ai fait, c'est qui? Parce que je parle pas très bien français à l'époque. Il dit, est-ce que tu viens dans mon bureau de discuter avec moi? Mais c'est qui? Il dit, c'est Bernard Laporte. C'est une blague ou des choses comme ça. Ouais. C'était pas une blague. Ouais. Le lendemain, j'ai un rendez-vous avec lui au stade de Jambon, dans son bureau. Lui, il a expliqué, il parlait avec Jacques Froux. Non, il a visité l'Australie, il a vu qu'est-ce qui se passe en Australie, en Afrique du Sud, tout ça. Plutôt en Australie, il a vu John Muggleton qui occupe le poste en 99, le poste d'entraîneur de la défense, champion du monde. Et lui, il a déjà participé aux plusieurs matchs de Paris Saint-Germain. Il y avait le Pom Pom Girls et tout ça avant le match.
lui, il a expliqué, il dit, je vais un rôle pour toi, d'être entraîneur de la défense, le 15 de France. Moi, j'ai dit, mais j'ai un boulot. Il dit, mais c'est pas grave, tu vas garder ton boulot avec Bec Bordeaux, et tu vas faire les allers-retours. Quand on a les joueurs. Hein? Tu montais juste quand il y avait les joueurs. Ouais. Oui, moi, Okay. le chose, il dit, mais j'ai pas de l'argent. J'ai pas de budget pour toi. Et je dis, qu'est-ce que je vais? Non, tu vas être payé par le club. Nous va payer le frais de déplacement. Et tu vas être payé par le club va lâcher. Oui. Ok. Il dit, ça c'est pour un an. Tu fais le bon boulot et il dit, je suis certain okay. que l'année prochaine, on va préparer un budget comme ça. Okay. Bernard Laporte, qui était le seul entraîneur. Moi, j'ai entraîné avec lui, avec Daniel Servet, qui était préparateur physique. C'est okay. tous les trois. Ça, c'est le mois de mai, quand nous avons commencé de faire le projet. Le mois de novembre, c'était toujours nous, en 2000. Ouais. L'année après, tu avais Jacques Brunel qui est arrivé, oui. avec Bernard Viviers. Oui. Et du coup, là, quand tu arrives avec l'équipe de France en 2000, quel est son niveau en défense et qu'est-ce que tu leur apportes rapidement? Bon, ou en priorité? Oui, moi j'ai expliqué à Bernard, nous ne pouvons pas défendre si nous ne sommes pas disciplinés. Ok. Ça c'est le deux. Ça va ensemble. C'est un qui n'existe pas avec l'autre. Et moi j'ai dit, nous avons besoin d'améliorer plein de choses par rapport comment ça s'appelle, le comportement de les arbitrages par rapport à l'équipe de France. Ok. Et lui, c'est quoi ça? Moi, j'ai dit, par exemple, si tu avais quelque chose qui arrive, c'est un arbitre français ou écossais ou gallois ou irlandais, c'est quelque chose qui se passe, mais il ne voit pas. Si tu avais un joueur français, un autre joueur, s'il avait un 50-50, un peu de doute, moi je peux garantir presque 9 fois sur 10, même 10 fois sur 10, c'est le français qui est sanctionné. Et tu l'expliquais comment? Oui, j'expliquais par rapport à l'époque de, comment ça s'appelle, de juste avant Vincent Moscato, ouais. Tout ça, Serge Simon, tout ça, c'est le tricheur, tout ça. Ils ont pris ça, un rouge, tout ça. Aussi, je dis, c'est l'esprit français. Oui. Peut-être c'est pas vrai, mais moi je dis, ils sont pas capables de gérer la pression. Le français va craquer avant. Il dit, ça c'est intéressant, tout ça. Après, premier rassemblement le joueur, il demandait moi d'expliquer ça avant le joueur. Mais j'ai expliqué. Nous avons besoin de travail sur le rigueur, la discipline. Après, nous allons occuper la défense qui va ensemble. Mais nous avons besoin d'arriver où les arbitres mondiaux prennent le plaisir de arbitrer un match joué par l'équipe de France. Je vois. Mais je dis, ça c'est pas le cas. Donc il faut changer l'état d'esprit et changer son dégage. Change tout. Change tout. Okay. Et même le truc que les Anglais disent sorry good game. Oui. Nous avons besoin d'être capable de dire ça. Et on gagne le match. C'était un boulot dur, mais c'est le petit chose comme tu fais le tour comme ça. Oui. Tu vois quelqu'un qui coupe. Ça c'est le tricherie. Exactement. Non, faire le tour. Triche pas. Mais dans un esprit de triche pas. Après de faire tous, comme on fait ici, de monter rapide, quand tu plaques, tu fais la bonne technique, après l'arche, tout ça. Obligé de rentrer un peu dans le poche de l'arbitre. J'ai dit, ça va être long, ça va être dur, mais je peux garantir le moment où on fait ça. Après, ça change tout au niveau des arbitrages, au niveau de tout. Ouais. Nous en fait, mais à mon avis, c'est passé quoi dans 18 mois de travail dur. Nous avons cher contre les Anglais, tout ça, mais nous sommes arrivés en 2002 avec le fameux match contre les Anglais au Stade de France où Serge Betsen a tué Johnny Wilkinson. Oui. Parce que moi je sais le travail fait par Bernard Laporte
Brunel, VVS, tout ça, système d'attaque, Ouais. ça va marcher. Mais par rapport à la défense, est-ce que nous sommes capables de faire pas de faute? Pas de faute. Si nous faisons un minimum de fautes, nous ne va jamais sanctionner. Comme ça, l'arbitre, il est obligé d'être correct avec nous parce qu'il ne va jamais trouver les choses négatives contre nous. C'est ça. Moi, j'ai dit, c'est compliqué parce que tu es obligé de battre les choses petit à petit. Je dis, si le joueur fait confiance dans le système défensif, de monter, de plaquer, de ne pas gratter, de faire pas de faute, pas de faute, comme ça, c'est le seul endroit sur un terrain de rugby où tout le monde dans l'équipe travaille le même temps ensemble. Oui, c'est vrai. Donc c'est ça. Ouais, c'est vrai. On a besoin de tâcher quelques trucs petit à petit. Betson l'a fait en 2002 contre Wilkinson. Ils ont gagné l'équipe de France, ont gagné le premier grand chelem de tournoi de 6 nations en 2002. Mais bon, il fait sous pression. Serge, il a fait quelques conneries en finale de Coupe du Monde en 2003. Ouais. Mais après, à mon avis, le progrès nous ont fait entre 2003, 2008, 2009, jusqu'à 2007, c'était impressionnant. Ok. Impressionnant. Après, nous avons continué, comme Bernard il est quitté. J'étais le seul qui est resté dans le staff avec Marc Livre. Oui. Ouais. J'ai entraîné un petit peu avec Marc le moins de 20 ans quand il a entraîné ça. Okay. Nous avons continué avec le même schéma, le même travail en défense. On a intégré François Tandrou, Morgan Parler, Louis Picamol, Fulgence Drago, le jeune dans le système, qui est marché jusqu'à le dernier match, mon dernier match en 2011. Et du coup, le plan anti-Wilco, il consiste en quoi ce jour-là? Moi j'ai analysé le Wilkinson. Il avait 3 quarts centres qu'ils n'ont pas de joué au pied. Ok, donc toujours lui. Oui. Tout se passe pour lui. Ouais. Mais à l'époque, tout le monde dit c'est le meilleur joueur du monde. Oui. C'est vrai. Le match avant notre match, l'équipe de France, ils ont écrasé les Zélandais. 40 points, Wilkinson, il fait tout. Okay. N'oubliez pas, en 2000, Bernard Laporte, après un match contre les Anglais, Serge Betson il a pris un carton, tout ça. D'accord. Bernard Laporte, il a annoncé, Serge Betson, il ne va jamais jouer avec l'équipe de France pendant que je suis entraîneur. Ah, d'accord. Mais quand j'ai commencé mon boulot, Bernard a demandé est-ce que tu as besoin de quelqu'un qui. J'ai dit Serge. Il dit mais je ne peux pas. Et pourquoi? Parce que j'ai annoncé, c'est pas grave. Si quelqu'un qui dit, tu dis c'est ma faute, moi j'ai demandé. Et j'ai dit si tu attends quelques mois, les journalistes sont complètement oubliés tout ça. Exactement. Un Serge, avec cette match, nous avons fait quelques boulots dans la semaine pour être prêt. Pour Serge, c'est quelqu'un qui travaille sur l'utilité par rapport au boulot qu'il fait. Nous avons travaillé sur les appuis de Wilkinson. Comme ça, on va cacher comme un écran de télé. Ouais. Il voit Serge, il voit que le genre de Wilkinson. Comme ça, lui, il va calculer, sans regarder le ballon, il va calculer quel mouvement Wilkinson il va faire, crochet intérieur, crochet extérieur, tout ça. Donc ça, c'était un travail de vidéo, quoi? Oui, de vidéo. Ouais. Ouais, j'avais un écran de télé. Okay. Un écran de télé, il est masqué, l'autre il est masqué. Et lui, c'est un peu comme le pilote, le copilote de rallye. Exactement, ouais. Oui, c'est un peu comme ça. Ok. Ils ont fait ça au Château Ricard. Ouais. Avant Marc aussi était construit. Et nous, ils ont passé un bon moment comme ça. Lui, il fait le discours et il va faire ça. Non. Merde, qu'est-ce qu'il fait? Il regarde. Ah oui, d'accord. Ils ont passé de faire ça, mais ça c'est Betson. Oui. Ça c'est le côté personnes qu'ils n'ont jamais découvert. Oui. Comme nous dit en anglais, son attention to detail, le petit chose qui fait la différence. Et lui, il a plaqué Wilkinson 13 fois. Wow. C'est énorme.
Ah oui, ils ont un match incroyable. Mais moi j'ai dit pour cette match, c'est un boulot fait entre tous les deux. Bernard Laporte, il est courant nous faire quelque chose, mais un boulot vraiment pointu sur le petit détail comme ça c'est fabuleux. Oui, exactement. C'est fabuleux. Après, moi j'ai dit, le clé de tout, ok, tu vas tuer le moral de quelqu'un. J'ai dit, Woodward, il est obligé de sortir Wilkinson avant la fin de match. Ça c'est bien, tu fais ton boulot. Mais j'ai dit, un signe de ça, quand Wilkinson sort, moi j'ai vu la photo chez moi, c'est énorme. Le leader défensif comme ça, Wilkinson il sort, de Woodward qui appelle, un Serge il fait ça. Parce qu'il regarde le cul de Wilkinson qu'il est couvert avec le bout, parce qu'il est mis sur le cul en permanence. Ça c'est un super souvenir. Mais c'est le travail comme ça. L'équipe de France sont bien arrivés de faire, mais avec lui, il n'y a pas beaucoup de monde qui sont impliqués dans cette fameuse plan. Mais plus tard, par exemple, le fameux match de quart finale contre le Black. Oui. Mais ça, c'est un plan de deux systèmes défensifs, un premier mi-temps, un deuxième mi-temps. Wow. Ouais. Et ça, c'est le fameux match, 299 plaquages, que 15 plaquages manqués. Donc, tu vois combien? Au moins la moitié de l'équipe qui ont fait plus que 25 plaquages. Et attends, mais donc ça a été quoi le plan pour un mi-temps, par exemple? Par exemple, t'avais l'autre chose avant ça. Oui. Quand j'étais avec, j'entraînais Gloucester, parce que j'ai quitté Begbor. J'ai monté à Gloucester pour travailler avec Philippe Saint-André, Laurent Seigne, tout ça. Mais Philippe, il n'est pas resté longtemps. Laurent Seigne non plus. Moi, j'ai resté encore 4 ans de plus. Mais comme Clive Woodward en 2005, il a annoncé son staff pour le tournée de Lyon britannique qui descend pour jouer contre le Black en Nouvelle-Zélande. Moi, c'est le journaliste qui ont dit, bon, David Ellis, c'est l'anglais, même qu'il travaille avec l'équipe de France, ils ont dit, c'est le meilleur, le boulot il est fait, c'est évident, pourquoi pas prendre lui avec le Lyon britannique. Pour moi, un britannique, ça c'est un rêve, ça. Exactement. Mais à Woodward, il dit non, nous, on fait Lader, Mike Ford, tout ça. Je trouvais David, il n'est pas le niveau. C'est annoncé dans le journal. Mais je l'ai gardé ça, mais c'est pas grave. C'est pas grave. Mais j'ai reçu un coup de fil de Graham Henry, l'entraîneur de l'équipe de Black. Henry, il dit, bon, c'est Wayne Smith qui était ancien entraîneur de Northampton Saints, qui est passé le numéro de portable, il dit, tu vas être un peu dissous, David. J'ai dit oui, parce que bon, c'est maintenant ou jamais avec le Lyon britannique, ça c'est une fois tous les 4 ans. Et il dit, bon, c'est pas grave. Non, j'ai dit non, c'est pas grave, je vais passer rapidement à l'autre chose. Il dit, est-ce que l'autre chose, bon, donner un coup de main de Black contre le Lyon britannique, ça c'est intéressant ou pas? J'ai dit oui. J'ai fini la saison avec Gloucester, après je partis tout de suite pour travailler avec le Black. Et c'est avec... j'étais récupéré à l'aéroport de Auckland par Graham Henry. Il y avait plein de presse et tout ça. J'ai passé 2 semaines chez lui, nous avons discuté. Après tous les deux, nous sommes descendus à Christchurch pour voir Steve Hansen et Wayne Smith. Après là, le boulot. Moi j'ai dormi dans une pièce de 2 chambres avec Graham Henry. Pendant les autres habitent à Christchurch. Eux, ils sont venus chaque journée, matin après-midi, nous avons mangé ensemble le soir pendant je ne sais pas combien pour préparer la tournée. Ils ont posé des questions. Tu avais un fauteuil avec 3 places, mais tu avais 4. Tu avais un debout en permanence. Toujours un en train d'expliquer. Oui, mais très souvent c'est moi. Mais après ils ont monté le scénario. Si nous faisons ça, il fait quoi?
par exemple, touche ici, il fait combien on touche et tout ça. Moi j'ai expliqué qu'est-ce qu'il va faire parce que je connais tous les entraîneurs. Ah oui. Je connais les 2 entraîneurs de défense, tout ça. Après ils ont dit bon, préparez le premier test, nous allons préparer quoi? Moi j'ai dit en 2005, le Gallois ils ont gagné le Grand Chelem. Ça c'est dire, Woodward il est obligé de mettre beaucoup de Gallois dans le premier équipe. Exactement. Ils ont dit ah bon, j'ai dit parce qu'il y a la pression, quand tu es le coach des Lions, c'est beaucoup de pression. Parce que c'est pour mélanger le Gallois, les Zélandais, les Écossais, les Anglais, c'est très compliqué. Ouais, exactement. Mais j'ai dit, il n'est pas envie de faire ça, mais il est obligé. Bien sûr. Après, comme ça, gérer la défense en touche et tout ça par rapport au touche gallois. Ouais. Après, s'il va gagner le premier match, il va jeter tous les Gallois, il va mettre tous les Anglais. Normal. Ouais. Après, le Gallois défend comment? Parce que je connais bien l'entraîneur de la défense de Pays de Galles, Clive Griffiths à l'époque. Je connais comment ils défendent, mais je connais bien le système de filade de Mike Ford, tout ça. J'ai tous expliqué qu'est-ce qui se va passer. Bon, ils ont explosé le Lion britannique en premier test. Oui. Ils ont gagné le deuxième. Je crois qu'ils ont pris 2 essais en 3 tests. Oui. Mais en même temps, je travaille pour le Black parce que j'ai envie d'écraser le Lion britannique. Mais en même temps, j'ai regardé le structure ils mettent en place pour leur attaque. J'ai dit bon, je vais mettre ça ailleurs pour plus tard. En 2006, le Black, ils ont fait une tournée en Europe. Ils ont joué 2 matchs. 2 matchs contre le Black. Un à Lyon, un au Stade de France. Et le Black, ils ont gagné 2 fois. Ouais. Mais au Stade de France, je crois que c'est c'est 100 ans depuis où ils ont joué en blanc avec tout ça. Les longs shorts. Oui. Après le match, j'étais avec Graham Henry. Moi, j'ai dit, bon, l'année prochaine, après le Coupe du Monde, j'ai envie de descendre en Nouvelle-Zélande et travailler avec 3. Parce que lui, avec les 2 autres, c'est les 3 meilleurs entraîneurs du monde, sans doute. Mais j'ai dit, j'ai envie de travailler avec vous. Peut-être avec Graham, dans un club où je m'en fous. Ouais. Il dit, après le Coupe du Monde, moi je vais prendre la retraite. Parce que le Black va gagner le Coupe du Monde, comme ça je vais prendre la retraite tranquille. Et moi j'ai dit, ça c'est arrogant ça. Je dis, fais très attention parce que il va être. C'est là. Au revoir. Je dis, peut-être ça va tomber sur toi. Moi, ça c'est un truc de motivation pour moi pour plus tard. Ah oui, normal. Mais en 2007, c'est arrivé. Bon, match catastrophique, match ouverture de Coupe du Monde contre l'Argentine, mais petit à petit. Après, de jouer un quart finale, pas en France, exactement. Jouer là-bas, je dis aucune pression. Ouais. Après, petit à petit, le toss pour porter le maillot, nous avons gagné le toss, nous jouons en bleu, eux ils jouent en gris et tout ça. Eux, ils n'aiment pas ça. Oui, je sais. Ouais. Après, petit à petit, moi j'avais cette. Moi j'ai dit rien à Bernard, les autres. J'explique un petit peu, mais je donne partout. Parce que moi j'ai dit le Black, ils jouent avec 4 groupes de 2. 2 en attaque. Donc qu'est-ce qui se passe? Il va jouer un porte de ballon, un soutien. Comme ça, il bloque, comme ça tu peux jamais gratter le ballon. Après, il va jouer avec un 2 blocs. Comme ça, ils ont 4 blocs de 2, ils manipulent comme ça, après ils passent sur les extérieurs. Moi j'ai dit, en premier mi-temps, nous allons plaquer aux jambes, c'est tout. Comme d'habitude, nous plaquons aux jambes, il va tomber, il va bloquer, il va jouer, tout ça. Moi j'ai dit, si nous arrivons à la mi-temps, pas avec peut-être une score d'écart, comme ça, entre 7 et 10, je crois que c'est nous arriver à 13-3 ou des choses comme ça à la mi-temps. Mais j'ai dit, ça c'est bien parce qu'en deuxième mi-temps, nous plaquons pas de jambes.
c'est qu'un plaquage un blocage au ballon. Qu'est-ce qui va passer? Qu'est-ce qui se passait? Porte le ballon qui arrive, deux mecs, Jérôme Tillon ou comment ça s'appelle, Fabien Pelouse qui bloquent. C'est premier soutien. Le porteur de ballon, il ne peut pas passer par le sol. Premier soutien, il ne peut pas sauver le ballon. Oui, bien, mais les deux autres, dans le deuxième groupe, ils sont obligés de venir aussi. Exactement. Donc ça, c'est-à-dire que tu avais un porteur de ballon avec 1, 2, 3 soutiens, avec le déménagé 5. Nous, qu'est-ce qu'on fait? Nous ne tombons pas par terre, on reste debout. nous lâchons, tout le monde debout. Nous avons fait 1,50 en deuxième mi-temps et 47 temps de jeu. Ils n'ont jamais avancé 1 centimètre. Et ils ont frustré le turnover, tout ça. Et ils n'ont rien compris. Depuis, j'ai parlé avec Emmanuel, avec Yoshimako, tout ça. Ils ont dit, mais, si vous avez fait ça en premier mi-temps, nous pouvons réfléchir un petit peu pour trouver une solution. Mais quand tu avais plaqué comme d'habitude, comme tu as fait dans tous les matchs, bien, mais nous, on arrive d'avancer, de libérer, mais en deuxième mi-temps, asphyxier. Et ça, c'est un plan qui est super bien marché. Mais moi, j'étais dans le stade, en train de trouver les amis et tout ça. Un grand Henry, il est passé dans notre vestiaire pour féliciter notre défense. Quand j'arrivais par le tunnel, il fait le signe. Il regarde le vestiaire, il est chez Marco à 4 pattes, en train de pleurer et tout ça. Et, c'est comme, je sais pas. L'apocalypse. Après, un grand Henry, il dit, quand tu dis l'année dernière, ça va tomber sur moi, c'est tombé sur moi ce soir. J'ai dit oui. J'ai gardé ça. Dans la tête. Oui. Après, je dis, peut-être je ne peux pas travailler avec toi maintenant. Il dit non. Je suis obligé de faire encore 4 ans de boulot pour gagner la Coupe du Monde. Qu'il ait fait en 2011. Oui, c'est vrai. Ouais. Et pour toi, une bonne défense, c'est quoi? Complètement différent que tout le monde croit. Parce que tout le monde dit, bon, si on fait beaucoup de plaquage, c'est une très bonne défense. Non, fait un minimum de plaquage. Mais le plaquage efficace, avec une bonne ligne bien organisée, une bonne vitesse de récupérer plein de ballons, mais de faire un minimum de plaquage. Ouais, une défense efficace. Qui te permet de récupérer le ballon. C'est ça l'objectif. Mais aussi d'être capable de laisser les adversaires jouer plusieurs temps de jeu sans faire de faute. Comme ça, idéal, tu fais pas grand chose en défense pour plaquer, ça c'est dire vous êtes efficace, ou si c'est une bonne équipe en face, tu es capable de faire 300 plaquages, mais sans faire le foot. Si tu fais le faute, tu fais un maximum de 9 fautes en défense, tu vas gagner le match. Je crois une fois, j'appelle plus quel match, je crois que nous avons fait 1 ou 2 erreurs pendant 40 minutes avec l'équipe de France. Des erreurs individuelles ou collectives? Oui, les erreurs individuelles ou collectives. C'est plutôt quelqu'un qui, comme ici, c'est un joueur qui monte en pointe, qui sort de la ligne. Peut-être il ne manque pas de plaquage, mais derrière, c'est sûr qu'il y avait quelqu'un qui va manquer un plaquage. Oui, ça a des grosses conséquences. Oui, c'est une erreur, comme je dis, c'est une erreur de ligne. Tu sors la ligne pour faire quoi? Et du coup, pourquoi est-ce que le rugby il a eu une évolution? Pendant longtemps, ça a été la défense glissée au rugby à 15, et aujourd'hui, maintenant, c'est la défense rush. Parce que ça s'est arrivé comme beaucoup de choses, c'est arrivé de rugby à 13. Parce que rugby à 13 ont évolué. Moi j'ai joué quand j'étais jeune, c'est tenue limitée. C'est un peu comme le rugby à 15 d'aujourd'hui. Tu as la défense qui est très proche. Après ils ont reculé la défense 5 mètres. Plus tard, ils ont reculé 10 mètres pour laisser plus d'espace. Après,
l'objectif avec le 13 maintenant, tu ne vas jamais gagner l'avantage. Ouais. Parce qu'avant, tu peux. Même à 5 mètres, si les adversaires jouent le tournoi, ils ont fait le passe. En montant très rapide, avec un gros plaquage, tu peux reculer le porteur de ballon derrière la ligne avantage. Mais avec maintenant une équipe qui garde le ballon au rugby à 13 pour 6 tenues, ils ont va avancer au moins un minimum de 30 mètres. Ok. 5 mètres chaque fois. Ok. Parce que la défense, il peut monter 5 mètres, il n'a jamais monté 10 mètres. Ouais, je vois. Et donc nous, au 15, ça a quoi comme intérêt de monter en rush, de monter fort? Oui, parce qu'en attaque, quand tu avais l'attaque qui prend la profondeur, ok, si le 9 il donne au 10 avec un peu de profondeur. Moi j'ai dit, cette distance entre les lignes avantage et le numéro 10, c'est gratuit. Ok, c'est gratuit, parce que tu n'as aucun... Le 10 il est profond, le 9 il fait la passe, c'est pas grand chose de partir en travers, en défense. Ouais, là il faut chasser. Si par exemple, avec le 10 il est en profond, avec ligne à 3/4 profonde, au départ, comme le 9 il fait la passe pour le 10, cette profondeur il est suffisamment de passer sur les extérieurs. Mais le moment le 9 il lève le ballon, si la défense monte au niveau le 10, cette profondeur il n'est pas suffisamment. Ça sert plus à rien. Ouais. Parce qu'ils nous déborderont pas. Pardon? Parce qu'ils nous déborderont pas. Non, jamais. Souvent, avec l'équipe de France, quand nous jouons contre les équipes qui jouent beaucoup sur les extérieurs, nous arrivons en montant. Le 10 il fait le passe, nous pousse, finit avec plus de défenseurs que les attaquants. Mais la défense, l'attaque a reculé. Ils ont perdu des mètres. Et aujourd'hui, une des seules solutions, j'ai l'impression, face à cette défense, c'est le jeu au pied dans l'espace, au fond. Que ce soit un petit, comme faisait Wilkinson, des petites diagonales ou dans l'espace libre à suivre. Oui, mais aussi tu es plein des autres choses. Par exemple, une demi-mêlée qui porte le ballon. Parce que la défense ne peut jamais monter, ou le premier ou deuxième défenseur ne peut jamais monter. Si tu vois le demi-mêlée de l'équipe d'Angleterre, Youngs, lui toujours il joue bien contre la défense galloise. Parce que la défense galloise, eux ils n'ont pas de système pour arrêter un 9 qui porte le ballon. Qui porte le ballon, qui fixe la défense avec Vunipola, compagnie qui joue en avançant. Besoin d'un système autour pour gêner. Si le 9 il porte, comment on peut faire pour gêner le 9, comme ça les adversaires ne peuvent pas jouer en avançant. Je vois. Donc là, aujourd'hui, on va dire que la solution de facilité que tout le monde utilise, c'est le jeu au pied. Mais il y a en fait un système offensif qui peut contrer cette rush défense. Oui, à mon avis, changement de direction rapide. Parce que qu'est-ce qui se passe avec une défense qui monte très rapide? Il nous enferme. Oui, mais non. Si par exemple une défense qui monte, un temps de jeu, une défense qui monte rapide, dans la tête de quelqu'un, vous avez avancé. Et qu'est-ce qui se passe? Le joueur qui arrive, il passe dans le sens. Systématiquement, il passe dans le sens parce qu'ils ont déjà pris le terrain. On va prendre encore. Mais comme les adversaires, ils ont la défense ont déjà pris la ligne avantage. Si tu passes dans le sens, ça ne sert pas grand chose parce que le seul endroit l'attaque veut jouer, c'est renverser le jeu. Et souvent, un temps de jeu renverse. Un temps de jeu renverse. Après tu fais le déséquilibre. Tu avais quelqu'un qui est passé dans le sens un peu trop. Après, tu trouves un intervalle. Tu coinces la défense contre-pied. Et aujourd'hui, quelle est l'équipe qui a un système défensif très efficace, selon toi, international ou club? Tu avais plusieurs équipes. Les Zélandais, ils ont la défense un peu comme nous en deuxième mi-temps contre le Black où ils plaquent haut. Le choc tackle. Le choke tackle, oui. Mais le problème avec ça, vous êtes obligé de
force. Oui, non, mais avec ça, parce qu'ils sont en train de changer le règlement au niveau de plaquage haut. Si tu plaques au niveau du ballon, si ton bras touche le ballon, il monte sur la tête, tu es obligé de descendre le cycle de plaquage pour être plus bas que le Zélandais fait maintenant. À mon avis, le Black toujours défend bien. Certains matchs, tu vois, les Australiens qui défendent très bien aussi. Ouais. Sud-Africains, ils ont le système d'agressivité et tout ça. Et chaque pays, ils ont un système. Culture, ouais, je vois. Ouais. Et il y a une équipe qui t'inspire plus que d'autres à ce niveau-là? Non, pas vraiment. Les Anglais, quelquefois, ils défendent super bien, mais les autres fois, ils ont. Des fois ils ont beaucoup de mal. Ok. Ouais. Et d'ailleurs, vu que tu me parles des Anglais, donc là, on fait cette interview 10 jours avant le début de la Coupe du Monde et au moins 30 jours avant Angleterre-France, pendant la Coupe du Monde. C'est souvent, pour moi, les interviews, c'est tout. Même quand j'étais avec l'équipe de France ou après, quand je peux entraîner l'équipe de France, tous les interviews, ça arrive après. Okay. Mais après, avant le match France-Angleterre. Et du coup, tu as une projection pour ce match-là? Tu penses à quelque chose de particulier? Tu t'attends à quel type de match? J'attends les Anglais de jouer agressif, jouer sur la ligne avantage, tout ça. Avec Ben Hughes qui porte et qui cherche les bons porteurs de ballon. Ok. Ah ouais. Je crois que tu as déjà vu quelques matchs amicaux avec Tuilagi. Tuilagi qui va prendre ligne avantage. Derrière, tu as Vunipola qui arrive, les deux frères, tout ça. Après, à mon avis, c'est ce style de match, très agressif sur la ligne avantage, tout ça. Ouais, je vois. Oui, parce qu'ils ont un charnier, ils ont, comment ça s'appelle Farrell ou aussi Ford. Eux, ils ont besoin de ça. Parce que Ford, il peut faire le jeu au pied, mais c'est quelqu'un qui profite de l'équipe qui avance. Ouais, il est en difficulté plus qu'un autre quand ça n'avance pas? Oui. Ok. Oui, parce que lui, il va trouver les intervalles contre une défense qui recule en permanence, mais une défense qui est très agressive, il est beaucoup moins présent. Ok. Et donc toi, on se met dans le rôle où tu joues l'équipe de France, tu joues contre l'équipe de France, tu prépares quel type d'attaque face à la défense du 15 de France? Ça dépend de qui joue. Ah, ok. Qui joue. Au niveau des ailiers derrière, ils ont une faiblesse au troisième rideau. Contre les Anglais au tournoi. Catastrophique. Oui, vraiment. Catastrophique. À mon avis, s'ils jouent le joueur dans le bon poste, par exemple Maxime Médard arrière ou Ramos arrière, tout ça, c'est tout. C'est différent. Complètement différent. Tu as le joueur qui est capable de gérer le troisième rideau. Ouais, je vois. Avec le rôle de demi-mêlée important aussi. Mais le souci par rapport à l'équipe de France, c'est la discipline. La discipline, quand ils ont sous pression, tout ça. Après, à mon avis, sauf Wenceslas Lasloré, il n'y a pas beaucoup de gratteurs dans l'équipe. Bastero, mais il n'est pas là. Exactement. Quelquefois, tu es le pilier. Au niveau de troisième ligne, le gratteur, c'est plutôt le sauteur que le gratteur. Donc il faudrait des troisième lignes comme ça face aux Anglais? Ah oui. Un pack comme ça? Tu as besoin de gens qui bagarrent, tout ça. Donc c'est peut-être pour ça que Leroux a été choisi aussi. Voilà. Donc Leroux et Loré seront là pour ce match-là. Tous les deux, Ok, Parce qu'ils ont choisi peut-être Leroux, il peut jouer des ennemis, mais non. Quand tu es aux Anglais, tu as besoin de lui avec Wenceslas Lasloré en troisième ligne. Ok, pour gratter et ralentir leur momentum. Ok. Et tu t'attends à quel type de Coupe du Monde en général?
à mon avis, ça va être géré très sévère par les arbitres. Ouais. Ouais. À mon avis, l'équipe avec la meilleure discipline au niveau de plaquage haut, le plaquage dangereux, tout ça va profiter. Parce que n'oubliez pas, le black, Ouais. ils ont quelques difficultés par rapport à ça aussi. Tu avais Sonny Bill Williams qui a pris un rouge pendant le tournoi de Lyon britannique, tout ça. Donc, quand tu avais le joueur de Zil, Tongen Samoan Fidjian, tout ça, qui aime bien de plaquer haut, peut-être l'équipe de Black avait un petit souci par rapport à certains joueurs. Ouais, je vois. Ouais. Ok. Et en termes de jeu? En termes de jeu, à mon avis, il y a un gros volume de jeu. À mon avis, beaucoup de essais marqués. Ouais. Ok. Et plutôt dans le phase de poule, tout ça, parce que... oui, ça, oui. Il y a des disparités de niveau. Ouais. Quand tu vois le 4 poules, tu vas presque déjà choisi le quart final. Exactement. Le seul souci, c'est Angleterre, France ou Argentine. Exactement. Ouais. Fidji, peut-être, il va faire un peu de soucis pour Australie ou pour Pays de Galles, mais Écosse, Irlande ou... Nouvelle-Zélande, Afrique du Sud. Ouais. Ouais, je vois bien. Et t'aurais un favori pour cette Coupe du Monde à venir? J'avais un petit... Parce que toujours, j'ai dit, eux, ils ont la chance, les équipes, le pays de l'hémisphère du Sud, parce qu'eux, ils ont joué le test match de haut niveau pendant le Rugby Championship. Exactement. Moi, je vois l'Afrique du Sud. Ok. Ouais. Ah ouais. Parce qu'ils sont très performants, tout ça. Ils ont très fait un match nul contre la Black, tout ça. Ouais. Quand tu vas entre deux Coupes du Monde, le tournée le mois de novembre, l'Afrique du Sud, ils ont gagné la dernière fois contre l'équipe de France en France. Exactement. Je ne sais pas du tout, j'ai pas entendu. J'ai pas entendu. J'ai dit, l'Afrique du Sud, je ne rappelle plus, la dernière fois ils ont gagné contre l'équipe de France en France. Ah, mais c'était la dernière fois, ils ont gagné. Oui, mais avant ça... Ouais, ça faisait longtemps, ouais. Ouais. Mais c'est toujours le... Comment ça s'appelle, le Rugby Championship. Oui. Ça, c'est le bon signe. Parce que n'oubliez pas, avant la dernière Coupe du Monde, les Australiens sont très forts. Exactement. Ouais. Ils ont fait un match énorme contre le Black. Voilà. Ouais. Ils avaient gagné le Four Nations du coup. Ouais. Ah ouais, je me rappelle. Le Rugby Championship. D'accord. Et moi, j'aimerais te poser une question. Parce que bon, dans la plupart des clubs français et dans la plupart des clubs amateurs, c'est un peu comme tu me disais quand tu es arrivé au rugby à 13 à Villeneuve-sur-Lot, où tu faisais attaque, défense, préparation mentale, préparation physique. Donc nous, dans la plupart des clubs français, dans la plupart des clubs amateurs ou même dans les équipes de jeunes, il y a des entraîneurs qui se retrouvent à faire l'attaque et la défense. Tu conseillerais quoi justement à ces gens-là qui ont plusieurs casquettes et qui s'intéressent à la défense? Tu nous conseillerais de travailler quoi en priorité? À mon avis, la priorité, c'est pas commencer avec l'équipe senior, c'est commencer avec l'école de rugby. Ouais. Si c'est moi, ça c'est pourquoi je comprends pas trop les choses faites par le Fédé en France. Okay. Si c'est moi, j'implique le plus jeune, les entraîneurs qui occupent le plus jeune, pour former le jeune pour être capable de plaquer. Ouais. Parce qu'au niveau de commotion cérébrale, tout ça, c'est le plaqueur qui subit. C'est le plaqueur qui prend le choc. Parce que c'est un problème de technique. Moi, j'ai entraîné certains joueurs pendant les années qui ont beaucoup de mal, même ici, mais les joueurs de très haut niveau ont beaucoup de mal de plaquer sur les deux épaules. Et ça, c'est formation de joueurs. Quand tu formes un jeune comme mon fils, il a commencé le rugby à 4 ans. Ouais. Première séance, il est pris de passer, de plaquer. Et lui, il n'est jamais blessé. Le problème avec la tête, rien du tout. Ouais. Ça, c'est de former le joueur. Comme ça, ce problème va pas jamais exister, mais presque jamais exister plus tard dans le carrière de rugbyman. Oui, je vois. Ouais. C'est comme un mec de baseball. Moi, j'ai assisté aux entraînements quand j'étais avec le 15 de France
en 2004 au Canada, Ouais. le Toronto Blue Jays, le baseball, il lance le ballon. Mais je dis au mec, tu es droitier ou gaucher? Pareil. Je sais pas. Ouais. Je sais pas. Ouais, je vois. Comme ça, quand tu vois le tennisman qui utilise les deux mains pour taper le ballon, mais tu avais un mec qui est capable de faire avec une seule main. Ouais, je vois. Moi j'ai dit, c'est comme le football, un seul pied. Il Ouais, sait quoi comme footballeur? Ouais, c'est vrai. S'il est devant le but, mais son pied préféré c'est gauche, mais le goal est ouvert pour taper avec son droite. C'est pour nous. Moi j'ai dit, c'est un rugbyman professionnel. Il n'est pas capable de plaquer avec les deux épaules. C'est une faute professionnelle. Exactement. Mais c'est pas sa faute. Oui, c'est la formation. J'avais certains joueurs, il joue plus maintenant. Jean-Philippe Bonrepos, Oui. talonneur. Oui, je le connais. Enfin, je vois qui c'est. Oui. Ouais. Mais moi j'ai entraîné lui à Brive, j'ai entraîné lui après à Lyon. Oui. Mais il n'est pas capable de plaquer avec son épaule gauche. Ok. Impossible. Toi tu arrives à lancer, lui il va faire ça. Et souvent il plonge comme ça. Mais il est fini avec un problème de cervical. Mais bon, tout le monde dit c'est parce qu'il est nettoyé dans un regroupement. Quand Lyon ils ont joué contre Castres, c'est le mêlée. Mais à mon avis, c'est quelque chose par rapport au plaquage, à la technique. Ouais. Heureusement, il est costaud. Parce que, donc en fait, un entraîneur. Ouais. Tu sais, avec le sport de rugby à 13, les entraîneurs le plus important dans un club, et tu demandes le 13 en Australie, c'est le haut niveau. Ouais. Tu demandes le grand chef de club, qui est l'entraîneur principal du club. C'est qui comme il fait le recrutement, c'est qui recrute premier. C'est pas le joueur, c'est les entraîneurs le plus jeunes. Ok. Parce que c'est eux qui forment le joueur. Ok. Et ils forment le joueur bien. Comme ça, comme ils ont 17, 18, 19 ans, ils arrivent sur la table de l'équipe première. Lui, il a besoin de rien faire. Ouais. Il a besoin d'expliquer le tactique parce qu'ils ont déjà le passe droite, gauche et tout ça. Ils ont plaquage avec l'épaule gauche, l'épaule droite. Ils n'ont pas de préférence. Ils ont formé idéal. Donc comme lui. Et après, on leur apprend la tactique à ce moment-là. Oui, c'est ça. C'est ça. Parce que lui, l'entraîneur principal, il dit mais j'ai pas le temps d'entraîner lui, de faire le plaquage, de faire ça. C'est limite le temps pour faire notre boulot. Ouais, je vois. Et si le formation il fait très jeune âge, il règle beaucoup de problèmes. Ouais, je vois. Bon, mais malheureusement, c'est pas forcément le cas. Donc du coup, tu nous conseillerais quoi, nous, jeunes entraîneurs? Oui, à mon avis, de partager les entraînements où tu fais un certain travail sur la technique de plaquage, mais dans une forme de physique. Ouais, contre le boudin, contre ça, avec comme nous, de monter, de plaquer, de reculer, tout ça, de passer un peu comme nous en fait ici, et tout ça. Comme ça, tu prends même si le technique n'est pas parfait, tu prends l'habitude de plaquer avec l'épaule droite plusieurs fois, l'épaule gauche plusieurs fois. Après, tu passes à l'autre chose, de faire le pass, et tout ça, les skills, et tout ça. Au moins, tu fais un peu de travail sur le secteur défensif, en physique, en attaque, le nettoyage, présentation de ballon, tout ça. Tu intègres ça comme un petit la préparation physique de ton séance. Après, tu passes le tactique, les exercices de montée défensive en petits groupes, en groupe de 10 ou 12 ou plusieurs joueurs. Ok, super. Et donc aujourd'hui, tu interviens à Rouen en tant qu'entraîneur de la défense. Oui. Et tu fais quoi en Angleterre aussi? J'occupe un club amateur qui avait une ambition de monter plusieurs niveaux. J'ai commencé avec parce que quand j'ai fini avec Lyon, j'ai passé 5 ans à Lyon. J'ai commencé avec le club en bas, le Pro D2. Ils ont fini en demi-finale, le top 14. À mon avis, ça s'est suffi. Ils ont gardé le système défensif. C'était mis en place à l'époque. Après, ils défendent très bien. Avec le joueur beaucoup plus performant que l'époque.
Après ça, j'ai dit bon, je vais faire un break un petit peu, mais pas pour longtemps. Mais après, je dis je vais passer un petit peu de temps Chez moi. Ouais, non, mais de relaxer un peu. Ouais. Après, j'ai vu un club qui est pas loin d'où ma fille habite. Et moi, j'ai dit, bon, je vais essayer de donner un coup de main. Ils n'ont pas besoin de moi, mais moi, parce qu'ils ont un avertissement dans un site internet. Ouais. Ils ont besoin d'entraîner, mais ça, c'est l'année avant. Je leur envoie un texto. Le mec, il dit, bon, on n'a pas besoin parce que nous avons pris 2 pros de Coventry qui occupent les avant le 3/4. On va prendre quelqu'un de club pour occuper le head coach. J'ai dit bon, ok, pas grave. Mais renvoie-moi ton adresse email, comme ça je renvoie mon CV si tu as besoin de venir. Ouais. 30 secondes après, un coup de fil, c'est une blague. Mais j'ai dit non, c'est pas une blague parce que je suis sur place. Ah bon, ok. J'ai commencé une semaine avant la saison. Ok. L'année dernière. J'ai mis en place le rigueur, le même recette. Le rigueur, discipline. J'étais sévère, mais c'est le joueur amateur. Mais petit à petit, ils ont fait le progrès. Début de la saison, ils gagnent 66-22. Oui. Après, nous avons perdu un match, seul match perdu pendant la saison, 19-18. Ah oui. Et moi, j'ai dit, bon, à partir de ce moment, on va changer pas mal de choses. Maintenant, c'est pas 66-22, c'est 40-0 ou 39-5. Nous pouvons insister sur le rigueur, défense. Tout ça. Après, ils ont tout gagné. Ils ont gagné le titre avec 14 points d'écart par rapport au deuxième. Ils ont marqué plus de points, le record de plus de points. Okay. Et ils ont gagné le coupe régional. Ils ont même gagné le coupe national. Ah ouais. Ça, c'est son meilleur club amateur. Ils ont gagné le titre de Twickenham. Ok. Qui était pas mal. Ah ouais. C'est parce que tous les clubs amateurs font leur finale à Twickenham. Oui. Ah ouais. Au niveau, ils ont combien de clubs c'est un peu comme Fédéral 3. Ouais. Tu avais au moins 200 ou 300 clubs ce niveau. Ils ont gagné le titre. Après, ils ont trouvé un projet pour moi de rester. Ok. Et moi, j'ai dit je vais continuer jusqu'à je trouve un autre projet. Ok. Non, c'est génial. Ouais. Et tu te vois où dans 10 ans? Toujours sur le terrain. Ouais. Jusqu'au bout? Ah oui. Il y a plein de monde qui dit bon, tu vas prendre la retraite quand je suis vieux. Ouais. Ça c'est pourquoi mon parcours de rugby. Je fais le rugby parce que si par exemple demain ils ont dit pas d'argent dans le rugby, aucun centime, c'est sûr qu'il y a plein de monde qui va partir. Moi je vais être toujours là. Quand j'étais jeune, tu peux dire c'est sauver ma vie. Okay. C'est changer ma vie, ça c'est sûr, mais c'est sauver parce que quand j'étais joueur pro à Castleford, j'ai respecté dans la vie parce que mais j'étais respecté avec mon travail dans la ligne, mais respecté comme joueur aussi. Donc c'est changer tout, changer le comportement de plein de monde. Oui. Et juste une dernière question, David. Pourquoi il y a des joueurs qui sont capables de mettre des plaquages offensifs et d'autres pas? C'est les techniques. Ouais. Et on a l'impression chez certains que c'est naturel. Oui. C'est possible? Ah oui. Ouais. Comme le Underhill de l'Angleterre, là, par exemple. Oui. J'ai l'impression que c'est naturel chez lui. Oui. Mais c'est la vitesse, tout ça. Ouais. Mais c'est pas que la vitesse, c'est le placement des appuis, tout ça. Okay. Quand tu vois le box, ouais. si tu as envie de faire le box, après tu veux les appuis dans une certaine manière. Exactement. C'est exactement la même chose avec un plaquage. Cet après-midi, je suis en train de faire un peu de travail avec les équipiers. Oui. Donc si par exemple
j'ai mis mon pied trop proche de toi, je peux jamais faire un bon plaquage. Si mon pied est trop loin de toi, je vais plonger. C'est la distance, mais c'est comme j'ai calculé, comment s'appelle le grand deuxième ligne Gambo? Non, le deuxième ligne. Lucas, Thomas. Lucas. Par exemple, lui, j'ai calculé, oui, c'est vers. Parce que comme elle est très grande, j'avais un autre deuxième ligne, oui, avec le barbe. Après, j'avais Mathieu Bonneau, de talonneur. Tu es obligé de calculer par rapport à la taille, par rapport à la longueur de jambe. C'est quoi la distance entre le joueur qui va être plaqué, le placement de le premier appui de le plaqueur. Et ça, c'est pourquoi je te parle de cette technique. Pour moi, c'est naturel. Pour le joueur comme ça, c'est pas naturel. Eux, ils ont besoin de trouver. Et quand j'ai calculé ça, j'ai dit, bon, approche un petit peu, approche le boudin. Le moment où il fait ça, tu attends d'un bruit. Un bruit, il sentit. Oui, j'ai senti ça, oui. Parce que maintenant, tu mets son pied sur la ligne, il ouvre le boudin, quelques centimètres plus loin. C'est plus le même cas. Il tombe sur le truc, pas de force, rien du tout. Si c'est trop proche, il vient, mais il est trop haut. Pour répéter, comme ça. Mais pour moi, c'est naturel pour plein de monde. Le rugbyman, c'est naturel. Mais si les jeunes sont formés, très jeunes, ça sera naturel pour tout le monde. Naturel, comme le passe. Ouais, je vois. Ok. Merci beaucoup, David. Pas de problème. C'était très gentil. Merci. Pour retrouver plus facilement les prochains épisodes, n'hésitez pas à vous abonner à Jouer au rugby minot sur Apple Podcast ou sur toute autre application de podcast et à laisser une note 5 étoiles de préférence pour permettre à cette émission d'être mieux référencée.